Bonjour à tous, bienvenue. Merci de nous rejoindre aujourd'hui. Nous avons une toute nouvelle histoire à vous raconter. Alors, commençons. Je m'appelle Alan. Ma vie avec ma femme est un enfer. Alors, quand elle s'est moquée de moi et a décidé de mettre fin à notre mariage parce que j'avais perdu mon emploi, j'ai accepté tout ce qu'elle voulait prendre. Elle a pris la maison et la voiture que j'avais obtenues en échange de notre bonheur. Mais il y a quelque chose qu'elle ignorait, et je vais tout vous raconter, ainsi que la façon dont sa vie s'est effondrée lorsqu'elle l'a découvert. J'ai rencontré Sandra, celle qui est devenue ma femme il y a 8 ans, par l'intermédiaire d'amis communs lors d'une petite réunion. C'était un lieu de rencontre habituel, avec quelques visages familiers, et puis il y avait elle. On a commencé à parler ce soir-là, et je me souviens avoir pensé, elle me comprend. Peu de temps après, on a commencé à passer plus de temps ensemble. Nos rendez-vous autour d'un café se sont transformés en dîner, nos coups de fil tardifs en textos matinaux, et avant même que je m'en rende compte, nous parlions d'un avenir ensemble. Nous n'avons pas été en couple pendant des années. Tout est allé très vite. Je ne dirais pas que nous nous sommes mariés à la légère, mais nous n'avons certainement pas traîné des pieds. J'avais l'impression d'avoir enfin trouvé la femme de ma vie. Je sais que ça paraît niais, mais j'en étais vraiment sûr à ce moment-là. À l'époque, j'étais ingénieur logiciel. J'avais décroché un bon emploi juste après mes études, et au moment de notre mariage avec Sandra, je gagnais très bien ma vie. Mon salaire couvrait tous nos besoins, et même plus. Nous partions en vacances 2 ou 3 fois par an. Sandra aimait faire les magasins, et à l'époque, elle ne se souciait pas des prix. Je voulais qu'elle profite de la vie. Il y a une certaine fierté à pouvoir subvenir aux besoins de sa famille sans se soucier du moindre sou. De l'extérieur, nous formions un couple épanoui, qui semblait réussir sa vie. Au fond de moi, je pensais avoir tout ce qu'il me fallait, mais en réalité, on peut profiter du même bonheur et pourtant aspirer à des choses différentes. Je ne m'en rendais pas compte à l'époque. Je ne comprenais pas que la vie que nous construisions ensemble était perçue très différemment par elle. 6 ans après notre mariage, les choses ont commencé à changer. L'entreprise pour laquelle je travaillais depuis ma sortie de l'université a commencé à stagner. Notre croissance n'était plus la même et nos bénéfices étaient en baisse. La direction nous a réunis à plusieurs reprises et nous a dit la vérité. Pour assurer la survie de l'entreprise, il fallait procéder à des coupes drastiques. La première chose qui allait disparaître? Nos primes. Mais ce n'était pas tout. Ils nous ont dit qu'en cas de rachat de l'entreprise, nous serions autorisés à vendre nos brevets indépendamment, ce que nous avions créé pendant notre séjour là-bas. Cela a attiré mon attention. J'avais un brevet logiciel particulier que j'avais développé. J'en connaissais la valeur. Si l'entreprise était vendue, je pourrais le mettre en avant et le vendre. Et pas seulement pour quelques milliers d'euros, cette opportunité pouvait changer ma vie. C'est pour ça que je suis resté. J'avais d'autres propositions, bien sûr. J'aurais pu accepter un autre emploi. Mais je croyais en cette pièce. Et honnêtement, j'avais le sentiment d'avoir une dette envers la compagnie. Ils m'ont donné ma chance dès ma sortie de l'université. Et je leur étais fidèle. Les problèmes ont commencé à la maison dès que j'ai raconté la situation à Sandra. Je lui avais expliqué que la situation serait difficile pendant un certain temps. Je lui avais dit que les primes étaient suspendues pour le moment, mais que nous n'étions pas au bord du gouffre. Il nous fallait juste lever le pied en attendant que les choses s'améliorent. Sa réaction fut brutale. Elle me lança un regard comme si je l'avais insultée personnellement. Puis elle me fit la tête. Cette conversation a marqué le début d'un nouveau chapitre dans notre mariage, et un chapitre malheureux. C'était comme si la femme que j'avais épousée avait peu à peu disparu. Sandra était autrefois un soutien, ou du moins elle faisait semblant. J'ai commencé à remarquer que pour elle, tout tournait autour du statut social. Elle était obsédée par les apparences et le regard des autres. Soudain, elle me comparait à tous les hommes qu'elle connaissait. Un jour, elle m'a même demandé sans détour pourquoi elle devait vivre comme ça, comme si on était dans la misère.
Ce n'était pas le cas. On vivait toujours dans notre maison. Nous avions toujours 2 voitures. Nous mangions toujours bien. Mais elle ne prenait plus 3 semaines de vacances par an. Elle n'achetait pas de nouveaux sacs à main toutes les semaines. Pour elle, c'était une souffrance. J'essayais sans cesse de lui expliquer que les choses pouvaient changer du jour au lendemain, que je n'étais pas les bras croisés. Mais chaque fois que je disais ça, elle riait et disait « Oh, mon Dieu, prophète Alan, dois-je attendre d'être morte pour que les choses changent ?» Elle le disait avec un tel sarcasme. J'essayais de lui expliquer que changer de travail n'était pas aussi simple qu'il n'y paraissait. Je lui disais que rechercher un confort immédiat pouvait l'empêcher de saisir quelque chose d'important. Elle s'en fichait. Elle a 10 ans en bage, alors va trouver un autre travail. Je ne veux rien entendre. Et ça ne s'est pas arrêté au mot. Elle a commencé à rentrer tard, et à un moment donné, elle a passé une nuit dehors. Je lui demandais où elle était, et elle disait qu'elle avait dormi chez une amie. Je lui ai demandé calmement, « Sandra, tu n'as pas pensé à rentrer avant la nuit ?» Elle a ricané. « Quoi ? Je suis censé rentrer pour te garder maintenant ?» C'était devenu évident. Elle ne se contentait pas de me manquer de respect. Elle m'en voulait. Et elle a ajouté, « Tu ne dépenseras plus d'argent pour moi. Ne me dis pas ce que je dois faire. » Après ça, j'ai arrêté d'essayer, car chaque fois que j'abordais un sujet, elle soupirait théâtralement ou quittait la pièce. Je suis devenue silencieuse et renfermée. J'avais l'impression de vivre avec quelqu'un qui souhaitait mon échec, juste pour avoir une excuse pour partir. Et le pire, je m'accrochais encore, espérant qu'elle se ressaisisse. Mais je me trompais. Tout dans mon mariage a commencé à s'effondrer le jour où j'ai appris la nouvelle. L'entreprise pour laquelle je travaillais avait été officiellement rachetée. C'était prévisible depuis un certain temps. À leur arrivée, les nouveaux propriétaires souhaitaient une équipe réduite, composée principalement de leurs propres employés. On m'a poliment annoncé mon licenciement, assorti d'une indemnité. En rentrant chez moi ce soir-là, j'ai su que je devais en parler à Sandra. Je ne m'attendais pas à être réconforté, car elle ne m'avait pas apporté beaucoup de réconfort depuis longtemps. Je l'ai fait asseoir et je lui ai dit franchement, « La société a été rachetée. Je suis licencié. Il me propose une indemnité de départ. » Mais avant même que je puisse finir ma phrase, elle a ri, m'a regardé droit dans les yeux et a dit, « J'ai toujours su que ce jour arriverait. Tu n'es tout simplement pas fait pour réussir. » Je ne sais pas comment décrire ce que j'ai ressenti à ce moment-là. C'était comme si elle attendait mon échec, ou comme si elle avait enfin eu raison sur un point qu'elle avait toujours gardé en tête. À partir de ce moment, la situation n'a fait qu'empirer. Elle s'est moquée de moi devant ses amis. Elle disait des choses comme « Il m'a épousé juste pour me gâcher la vie » ou « J'aurais dû m'en douter ». Il n'a jamais été sérieux. Mais ce qu'elle ignorait, et que je ne lui ai jamais dit à cause de son comportement, c'est que j'avais un dernier atout dans ma manche. Voyez-vous, lorsque l'entreprise a annoncé le rachat, l'accord incluait un brevet que j'avais développé presque entièrement seul. Mon ancien patron était au courant et m'a dit « Alan, ne brade pas ce brevet. Les nouveaux propriétaires vont le vouloir absolument. Ils vont payer le prix fort. » Il en était sûr, et cela m'a donné un petit espoir discret. Mais je n'en ai parlé à personne, pas même à ma femme. Je ne lui faisais plus confiance. Elle m'avait déjà prouvé que je ne lui étais utile que lorsque l'argent coulait à flot, alors j'ai gardé ce secret. Cela faisait un mois que j'avais perdu mon emploi, et en si peu de temps, l'attitude de Sandra était passée de désagréable à carrément cruelle. Alors, quand les papiers du divorce sont arrivés, je n'ai honnêtement pas été surpris. Elle m'a dit que la raison était que nous nous étions éloignés l'un de l'autre. Comme je ne disais rien, elle a ajouté « Je me suis trop résigné. J'ai besoin de quelqu'un qui a de l'ambition. » Cette phrase m'a marqué. Sandra avait déjà tourné la page. Je n'avais pas de preuves, mais j'avais la forte intuition qu'elle voyait quelqu'un d'autre. Ses séjours soudains chez moi et le fait qu'elle ait cessé même de faire semblant de me respecter ont confirmé mes soupçons. Alors je n'ai rien dit. J'ai fait appel à mon avocat, puis j'ai signé les papiers. J'ai accepté tout ce qu'elle demandait, la maison, la voiture et la pension alimentaire. J'avais toutefois une condition. Par l'intermédiaire de mon avocat, j'ai demandé que la pension alimentaire soit calculée d'avance,
afin de pouvoir tout payer en une seule fois avec l'indemnité de départ que j'ai reçue lors de mon licenciement. De cette façon, ni elle ni son avocat ne me harcèleraient plus tard si ma situation financière venait à changer. Et surtout, nous avons inclus une clause dans l'accord stipulant qu'elle n'aurait aucun droit de me poursuivre pour des paiements supplémentaires à l'avenir, quoi qu'il arrive. Sandra était ravie. Cela se voyait sur son visage. Elle était persuadée de tout récupérer. Elle a même ri quand son propre avocat a hésité. Je me souviens encore de son avocat qui essayait de la dissuader de renoncer à ses droits futurs. Il lui a dit que ce n'était peut-être pas la meilleure chose à faire. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Mais elle l'a ignoré. Elle était trop obnubilée par l'idée de sa nouvelle vie. Elle pensait troquer un mari défaillant contre une vie meilleure, et elle ne voulait rien qui puisse la freiner. Et c'est ainsi que, du jour au lendemain, le divorce fut prononcé. Pas de bataille juridique interminable ni de conflits acharnés. Je l'ai laissée partir avec tout ce qu'elle demandait, et même plus, et elle s'est assurée que tout le monde le sache. Sandra est allée se vanter auprès de ses amis, racontant à qui voulait l'entendre comment elle avait pris la maison, la voiture et avait été payée intégralement. Pour elle, c'était une rupture nette. Pour moi, c'était la fin d'un chapitre que l'on n'était plus que prêt à clore. Elle pensait avoir gagné. Elle pensait m'avoir laissé loin derrière. Mais ce qu'elle ignorait, ce qu'elle n'avait absolument pas vu venir, c'est que la véritable histoire ne faisait que commencer. Une fois le divorce prononcé, j'ai disparu de la vie sociale. Pendant que Sandra étalait sa liberté et se vantait de son nouveau compagnon, je me faisais encore plus discrète. Je ne me cachais pas. J'attendais. L'entreprise pour laquelle j'avais travaillé pendant des années, celle qui venait d'être rachetée, finalisait encore tous les documents administratifs liés à l'acquisition. Ces démarches prennent du temps. Environ 6 mois, pour être précis. Et au moment où tout fut scellé, plusieurs mois s'étaient déjà écoulés depuis que Sandra avait quitté ma vie. Puis vint le moment que j'attendais avec impatience. Lorsque les nouveaux propriétaires commencèrent à examiner nos droits de propriété intellectuelle, ils virent le brevet à mon nom et le convoitèrent ardemment. Au lieu de me proposer un accord de licence, qui m'aurait permis de percevoir des redevances au fil du temps, ils ont décidé de racheter la licence directement. Comme ça. L'offre s'élevait à plus de 80 millions de dollars, mais si tout se passe bien, j'en toucherai 67 millions. Peu importe à quel point tu te crois calme. Quand tu vois ce chiffre écrit, ton cœur s'emballe. Mais je n'en ai rien laissé paraître. J'ai gardé une attitude professionnelle et j'ai suivi à la lettre tous les conseils de mon avocat. Il m'avait prévenu, ne t'approprie pas cette affaire. Si l'information se répand, des inconnus pourraient s'arroger un droit sur ta réussite. Nous avons donc créé une société à responsabilité limitée, SARL, détenue par un trust offshore. Ainsi, lors du transfert d'argent, celui-ci n'a jamais transité par mon compte bancaire personnel. Juridiquement et financièrement, j'étais protégé. Sandra n'allait pas voir un centime. Ce soir-là, une fois tout finalisé, je suis resté assise seule à digérer la nouvelle. Je n'avais pas acheté de manoir. Je n'ai pas fait de voyage de luxe ni publié quoi que ce soit d'ostentatoire en ligne. Au lieu de cela, j'ai discrètement créé ma propre entreprise, sous l'égide d'une fiducie. J'ai choisi de ne pas percevoir de salaire. Ce n'était pas nécessaire. Pour moi, il ne s'agissait pas de montrer au monde ce que j'étais devenu. Cela faisait un peu plus d'1 an que les papiers du divorce avaient été signés et que les dernières signatures avaient séché. La vie avait continué, du moins en apparence. Sandra, mon ex-femme, avait rapidement refait sa vie avec un autre homme, affichant leur relation sur tous les réseaux sociaux. De son côté, tout semblait parfait, du moins en apparence. Puis vint la découverte. D'une manière ou d'une autre, Sandra eut vent de ma situation. Elle découvrit que je n'étais pas ruiné et que je n'avais pas touché le fond. Je n'étais pas l'échec qu'elle prétendait. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que ce à quoi elle se moquait de ma fidélité, ce travail qu'elle jugeait indigne de moi, était précisément ce qui m'avait rendu immensément riche. Pire encore, elle et son nouveau compagnon avaient déjà dilapidé la majeure partie de l'argent que je lui avais versé lors du divorce. J'ai constaté que lorsqu'on confie la gestion d'argent qu'une personne au goût de luxe et au jugement défaillant disparaît rapidement. Alors, quand elle a finalement compris que j'avais reçu une part, elle était furieuse. Elle a engagé un avocat et a déposé une requête pour rouvrir l'examen des comptes du divorce. Son accusation ? Que j'avais commis une fraude, que j'avais dissimulé une somme importante lors du divorce et qu'elle avait droit à sa part.
Soudain, cette même femme qui m'avait dit que je n'étais pas fait pour réussir me traînait de nouveau devant les tribunaux, cherchant à s'approprier une partie de la vie que j'avais construite après son départ. Mais ce qu'elle ne comprenait pas, c'est qu'il était déjà trop tard, comme pour le mariage. Elle n'en a compris la valeur qu'une fois qu'elle n'y a plus droit. J'ai reçu une mise en demeure de son avocat. Leur grief? Il a dissimulé une somme importante lors du divorce. Nous exigeons notre part. C'était tout son argument. Quand j'ai lu ça pour la première fois, j'ai ri. Elle n'avait visiblement aucune idée de la solidité de cet accord de divorce, et je savais qu'elle n'avait jamais pris la peine d'en lire les petites lignes. Ma défense juridique était simple. Premièrement, la vente du brevet n'a pas eu lieu pendant notre mariage. Cela s'est produit après le prononcé du divorce. Juridiquement, cela signifie que ce bien n'est pas considéré comme un bien matrimonial. Affaire classée sur ce point. Deuxièmement, le brevet m'appartenait depuis le début. Je l'ai créé de toutes pièces, sur mon temps libre, grâce à mes propres compétences, et sans la moindre aide de Sandra. Elle n'y a pas investi. Elle n'était même pas au courant. Troisièmement, l'argent de la vente ne m'a même pas été versé personnellement. Il a été directement transféré à une société à responsabilité limitée détenue par une fiducie qui n'était pas à mon nom. Enfin, cerise sur le gâteau, nous avions déjà signé une clause dans l'accord de divorce interdisant à l'une ou l'autre des parties de réclamer des sommes supplémentaires ultérieurement. Son propre avocat l'avait prévenue, mais elle voulait de l'argent rapidement et a signé malgré tout. Au tribunal, nous avons présenté tous les éléments. La date exacte de la vente du brevet, plusieurs mois après le divorce. Preuve que le brevet a été créé bien avant que nos problèmes conjugaux ne commencent. Documents relatifs à la structuration de la vente et de la fiducie. Et bien sûr, l'accord de divorce initial, avec sa signature juste à côté de cette clause stipulant l'absence de toute réclamation future. Lorsque le juge m'a demandé de répondre, je suis resté calme. J'ai regardé droit devant moi et j'ai dit, en fait, votre honneur, la vente a eu lieu après que nous ayons tous divulgué toutes les informations que j'étais tenu de fournir. J'aurais pu partir satisfait, sachant que l'affaire était vouée à l'échec dès le départ, mais je ne me suis pas arrêté là. J'ai décidé de riposter. J'ai déposé ma propre plainte. Pourquoi? Parce qu'ils ont rompu l'accord. Cette clause était obligatoire et me traîner en justice pour une question que nous avions tous deux convenu d'interdire constituait une rupture de contrat. J'ai donc intenté une action en dommages et intérêts afin de couvrir tous les frais d'avocat que j'ai dû engager pour faire face à leur plainte infondée. Et devinez quoi? Le tribunal m'a donné raison. Le juge a statué que Sandra et son avocate avaient violé les termes de l'accord initial et les a condamnés à payer mes frais de justice. Alors, est-ce une somme énorme? Non, loin de là, comparé à tout ce que j'ai dépensé pendant toute la procédure. Mais il ne s'agissait pas d'argent. Le message était clair. On ne peut pas piétiner les autres et ensuite crier à l'injustice quand son pari échoue. Une fois que tout fut enfin terminé, je me suis assise et j'ai écrit une lettre. Je l'ai écrite parce que j'avais besoin de dire quelque chose que je n'avais pas pu exprimer pendant ce chaos. Et je l'ai écrite simplement. La lettre disait « Merci d'être parti à ce moment-là. Je n'aurais pas pu y arriver avec toi à mes côtés. Je savais que si elle était restée, je n'aurais jamais eu la lucidité ni la sérénité nécessaires pour mener à bien l'accord concernant le brevet. » Son attitude négative, ses reproches incessants, la pression de devoir faire mes preuves auprès de quelqu'un qui n'a jamais vraiment cru en moi m'aurait rongé. Son départ n'était donc pas seulement une bénédiction déguisée. Quelques jours après avoir reçu la lettre, elle a appelé. J'ai laissé sonner les premières fois. Mais elle a continué d'appeler. Finalement, j'ai décroché. Elle pleurait. Finalement, elle a dit qu'elle était désolée, qu'elle avait tout gâché, et elle m'a demandé si on pouvait se voir pour en parler. C'était la première fois depuis des années qu'elle ressemblait à la femme que j'avais épousée. Mais ça n'a rien changé. Le mal était fait depuis longtemps. Alors je lui ai dit non. Je viens de te dire que je ne te verrai pas. Sandra. Je te souhaite sincèrement le meilleur. Mais certaines choses, une fois brisées, ne peuvent être reconstruites. Maintenant, quand on me demande comment elle va, je dis la vérité. Je n'en sais rien et je m'en fiche. Vraiment. Quand on trouve enfin la paix, la dernière chose qu'on a envie de faire, c'est de remuer le passé et de ressasser les vieilles rancunes qui ont failli nous briser. Avec le recul, je me rends compte que la trahison ne se résumait pas au divorce. Parfois, la meilleure vengeance, c'est de ne pas en avoir besoin.
Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à partager vos impressions et opinions ci-dessous. J'aimerais beaucoup connaître votre avis.